Bonsoir à tous, ce soir dans le Grand Journal de Canal+, et le Grand Journal La Suite. Mes invités seront les nouveaux philosophes et amis de 30 ans, Bernard-Henri Lévy et André Glucksmann, le duo de comiques Omar et Fred, et la nouvelle coqueluche Anaïs. Et pour m'accompagner jusqu'à 20h50, la Dream Team du lundi avec Ariane Massenet, Laurent Veil et Frédéric Becbédé. Le sommaire étant extrêmement chargé, nous accueillons tout de suite Bernard-Henri Lévy et André Glucksmann. Bon, après. Voilà, c'est vrai, amis de 30 ans. Amis de 30 ans, il y a 30 ans naissaient les nouveaux philosophes. Et on a toujours une trace maintenant de tout avec la télévision. Je vous propose tout de suite de revoir un extrait d'Apostrophe en 77. Je ne crois pas beaucoup à la mission des intellectuels, et je ne crois pas beaucoup à la force des idées, et je ne crois pas beaucoup à la puissance de la philosophie. Je crois que c'est quelque chose d'assez misérable, d'assez infime, et que le peu de choses que peuvent faire les intellectuels, c'est d'être vigilants, comme ils étaient dans les années 30. On parlait de comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Oui. Aujourd'hui, ce qui est important pour les intellectuels, c'est de penser ce qui s'est passé dans ce siècle. Il y a quand même eu assez de massacres. Il y a eu des goulags, et il faut en parler. Et c'est terrorisant, le goulag. On n'avait pas tellement changé ce qu'on fait. Et je crois que c'est la première fois qu'on se retrouve sur un plateau de télévision ensemble. Depuis ce jour-là, non? Il me semble. Est-ce que les philosophes ont aujourd'hui toujours la même capacité d'indignation qu'en 77? Écoutez, les philosophes, j'en sais rien, mais je crois que les intellectuels. André et moi, oui. Bien sûr, que ce soit, je ne sais pas, la Tchétchénie, la Bosnie il y a 10 ans, les massacres ou le fascisme aujourd'hui, en ce qui nous concerne, me semble-t-il. Le fascisme, c'est un mot que vous avez inventé. Oui, je ne sais pas si je l'ai inventé, mais en tout cas, il me semble bien correspondre à la réalité, c'est-à-dire ce nouveau fascisme, ce troisième fascisme, qui heureusement ne concerne qu'une petite minorité de l'islam, mais qui prétend en effet fabriquer une espèce de société épouvantable au nom d'une version trafiquée du Coran. Alors nous allons parler de vos deux ouvrages, American Vertigo, dont il a déjà été beaucoup question dans les médias, Bernard-Henri Lévy, et puis du livre d'André Glucksmann, Une rage d'enfant, avec tout de suite Frédéric Becbédé qui va faire un tableau comparatif des deux nouveaux philosophes. Nouvelle philosophie pédagogique. Je crois que c'est important, parce que moi aussi, je suis un philosophe, moi aussi je suis un intellectuel, j'aime bien réfléchir. Alors regardez, prenez des notes, hein. Sortez vos carnets, prenez des notes. Donc voilà. Alors, Glucksmann, BHL, j'ai mis les âges, mais en fait, c'est vrai que vous avez 30 ans. L'important, c'est quand même de dire ça. Ils ont 30 ans. Point commun numéro 1, ce sont des anticommunistes. Au départ, l'idée de la nouvelle philosophie, c'est de dire qu'un philosophe n'est pas dans sa tour d'ivoire et que, comme Sartre, il doit s'engager politiquement, décrire le monde, essayer de comprendre la barbarie, même quand elle a un visage humain, qui est le titre d'un des premiers essais de Bernard-Henri Lévy. Point commun numéro 2, aujourd'hui, ce sont des anti-américains, tous les deux. Contrairement à une opinion qui semble majoritaire dans le pays, eux pensent que l'Amérique continue d'avoir une chance de défendre la liberté. Alors, leur spécialité, si jamais on doit les différencier, je dirais Glucksmann est plus anti-nihiliste, BHL plus antifasciste. Je ne sais pas si c'est une extrême différence, mais enfin, c'est une nuance, peut-être que vous aurez envie de développer. Oui, ça l'est ? Oui ou non ? Oui, enfin, on pourrait dire aussi l'inverse, d'ailleurs. D'accord. Bon. Bon. Et alors, quand même, au départ, la nouvelle philosophie, qu'est-ce que c'est ? C'est une chevelure, c'est vrai, on voit ici, c'est une chevelure très fournie encore pour leur âge, et c'est une position capillaire que j'ai moi-même adoptée en hommage à la nouvelle philosophie. Et pour être considérée comme telle aussi. Bien sûr, j'avais 10 ans quand ça a commencé, ça m'a impressionné, et j'ai décidé de prendre le relais. Oui, mais attendez, là-dessus, il n'y a pas de droit d'auteur, parce qu'il y avait les Rolling Stones, parce que...
Leurs dadas ne sont pas les mêmes. André Glucksmann défend la Tchétchénie contre l'oppression de cette guerre avec Vladimir Poutine. Bernard-Henri Lévy, ça a été plutôt la Bosnie. Bon, aujourd'hui, le problème est un peu résolu, et en particulier depuis hier, avec la mort de Milosevic. On y reviendra tout à l'heure. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de territoire précis pour les indignations et les grandes causes de Bernard-Henri Lévy, si ce n'est l'Amérique dans son dernier roman. D'ailleurs, le point commun, c'est une date, le 11 septembre 2001. Tous les deux considèrent que cette tragédie, ce matin-là à New York, a changé le monde. On y reviendra. Dernier livre. Alors, je fais un peu comme c'est la mode, le pitch. Le livre d'André Glucksmann, Une rage d'enfant, c'est comment je suis devenu ce que je suis. Et c'est peut-être aussi comment j'en suis venu à penser ce que je pense, c'est-à-dire à travers une enfance, une éducation littéraire et poétique. Bernard-Henri Lévy, si je devais faire le pitch, c'est Sur la route de la démocratie en Amérique, c'est-à-dire un mélange de Jack Kerouac et de Tocqueville, une visite guidée de l'Amérique en voiture rapide ou lente, et avec des interviews, des rencontres, des portraits, des descriptions. Le tirage des deux livres, alors 15 000 exemplaires pour Glucksmann, 80 000 pour Lévy. Quand même, Lévy se vend mieux que vous, André, je suis un petit peu désolé. En même temps, c'est un paradoxe, votre livre est moins cher. Provisoirement, le mien est sorti avant, attendez. Laissez passer un peu de temps. Non, mais enfin, il est quand même vrai que explorer l'Amérique et explorer Glucksmann, c'est pas exactement la même chose. Mais le livre de Lévy explore beaucoup Lévy aussi. Hein. Le prix de vente, alors 19,50 € pour André Glucksmann, 20,90 € pour Bernard-Henri Lévy, c'est plus cher. En même temps, il y a plus de pages. Donc oui, on peut dire que rapport qualité-prix, Très au point, là. oui, c'est du vous avez boulot. fait une enquête incroyable. Il y a un travail de terrain, vous avez raison, il y a un vrai travail. Alors, intéressant, point commun, dans le parrainage, Charles Baudelaire est très présent dans Une rage d'enfant d'André Glucksmann. Charles Baudelaire était le sujet d'un de vos livres, Les derniers jours de Charles Baudelaire, en 1988, donc vous avez un point commun là aussi. Alors, le nombre de pamphlets écrits sur André Glucksmann est égal à 0, là. Je suis un petit peu inquiet pour vous, André. Il y en a 5, et on a mis les couvertures ici, Une imposture française, le B.A.B.A. du BHL, BHL une biographie, Bernard-Henri Lévy une vie, BHL Bérénice et Frédéric B. Bizarrement, quelqu'un d'autre semble visé par ce livre-là. Alors, 5 pamphlets sur Lévy, 0 sur André Glucksmann. Je crois que c'est vexant. Il faut vous inquiéter. Mais il y a quand même des journaux que vous pouvez lire pour rattraper la chose et qui sont extrêmement injurieux à mon égard. Donc, voilà qui est rassurant. Merci Frédéric. Oui, juste pour terminer, et si vous n'êtes pas d'accord, bien sûr, je vous taperai très fort avec cette baguette. J'ai l'impression, en lisant les deux livres, que 30 ans après, vous êtes des philosophes qui avaient qu'une envie, c'est d'être des romanciers. Est-ce que je me trompe? Parce que finalement, vous parlez beaucoup de littérature dans les deux livres. Et est-ce que c'est pas finalement de dire qu'un intellectuel, c'est une impasse, et que ce qui vous passionne vraiment, ce serait maintenant de vous lancer tous les deux dans l'écriture de fiction? en ce qui me concerne, pas du tout. La littérature, j'en suis lecteur. Les grands romans, j'en suis lecteur. Je suis absolument désespéré, mais si vous voulez, mon idéal de littérature, j'en parle d'ailleurs là, oui, c'est Marcel Proust. Et Marcel Proust n'a fait que ça, depuis le début jusqu'à la fin. Vous parlez aussi d'Hugo, de Mallarmé? Certes, et Mallarmé aussi n'a fait que ça, du début à la fin. Alors, en fait, je me suis dispersé et je suis totalement incapable d'écrire un roman ou d'écrire des poèmes. Il n'est pas trop tard, c'est presque un roman autobiographique. Non, c'est vraiment une exploration, hein, une sorte de chassé-croisé avec un gamin que j'étais, que je ne suis plus. Qui est là, en photo. Oui, que je connais à peine, parce qu'il m'a pas écrit le roman de sa vie, et je le regarde de très loin. Donc c'est vraiment une exploration. Lorsqu'on écrit sur soi-même, vous le dites vous-même dans le livre, on a un peu tendance à dérouler le tapis rouge. Oui, mais justement, si vous voulez, moi j'ai écrit à partir de l'angoisse de développer un quelconque tapis rouge. J'ai écrit à partir d'une impression, parce que j'étais en 2000 clandestin en Tchétchénie, sans visa, sans rien, passant sous les barbelés, et tout à coup dans des rafles, pris dans des rafles, pas pris justement, mais
risquant d'être pris et voyant l'épouvantable terreur de la famille qui m'accueillait, par exemple. Et ça m'a rappelé mon enfance. Oui. Sous l'occupation, pareil. Et c'est ça qui a été le déclic pour écrire ce bouquin. C'est le premier déclic. Le deuxième déclic, c'est un enfant, vu aux actualités, un enfant de Tchétchène, encore une fois, qui se précipite sur la caméra et qui dit « Dia, dia », ce qui veut dire « tonton, tonton », en visant le caméraman. Et disant, il avait à peu près l'âge de ma photo, disant « Il y a grand-père qui brûle là derrière ». Et de fait, la caméra montre le grand-père qui brûle. « Viens, viens !» La caméra ne bouge pas. Et c'est un peu notre état à nous, à moi, à toutes les démocraties, devant cet enfant et son grand-père qui brûle. Et c'est ça qui m'affecte, en quelque sorte. Est-ce que vous avez lu le livre d'André Glucksmann, Bernard-Henri Lévy? Absolument. Et vice-versa, vous avez lu le livre de Bernard-Henri Lévy? On peut s'échanger des compliments. Moi, en tout cas, je trouve son livre très beau. Je le lui disais tout à l'heure hors antenne, donc je le répète ici. Je trouve qu'il est très bouleversant, très beau et très bouleversant, notamment toute cette première partie, mais tout le reste. C'est un livre magnifique. Non, moi c'est vrai que je n'ai pas... J'ai écrit d'ailleurs un peu de littérature il y a longtemps, oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à ce moment de ma vie où je me trouve, c'est des saisons dans nos vies. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à moi, et je le regrette un peu. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui me passionne, ce à quoi j'ai envie de consacrer ma vie, c'est par exemple la mémoire de Daniel Pearl il y a 2 ans. Voilà, partir au Pakistan, partir en Afghanistan pendant 1 an pour retrouver la trace des assassins de Daniel Pearl, cet attentat abominable, dont on a eu d'ailleurs une idée récemment, il y a quelques semaines à Paris, avec le meurtre d'Ilan Halimi, ça m'intéresse. Les guerres oubliées d'Afrique, quand je suis allé au Burundi, en Angola, dans toutes ces guerres, ces trous du cul du monde, qui n'intéressent pas les journalistes, qui n'intéressent pas en tout cas les journaux. Les journalistes, ça les intéresse, mais ça n'intéresse pas les journaux. Ça, c'est vrai que pour moi, c'est important. Le fait du nouveau journalisme, à la manière de Tom Wolfe, qui est notre invité demain. Je ne sais pas si c'est du nouveau journalisme. Oui, je fais mon travail. C'est-à-dire que je pense que le petit crédit, la petite notoriété qu'on a pu acquérir au fil des années, et c'est vrai que ça fait 30 ans qu'on est là, que des gens veulent nous dézinguer, nous dégommer, puis qu'on est toujours là, qu'on fait toujours des livres. Ce petit crédit, je crois que là où il est le plus utile, c'est en effet dans des choses comme ça. Aller en Tchétchénie comme il l'a fait, aller tourner Bosna comme je l'ai fait en Bosnie, ça pour moi c'était capital. Tout le monde se foutait de la Bosnie. Sarajevo était bombardé, des bébés étaient pris pour cible, des femmes étaient éventrées, et l'Europe s'en foutait. François Mitterrand s'en foutait. Il disait que la Bosnie pouvait crever, qu'il fallait faire la Grande Serbie. Bon, ben, il y avait des meilleurs films. C'était votre meilleur film, Bosna. C'était en tout cas un film. Je l'ai fait. Je suis allé pour ça souvent à Sarajevo, et voilà, pour moi, c'est à ça qu'on sert. Nous allons marquer une pause de pub. On va se retrouver dans un instant, si vous permettez. Et on parlera bien entendu d'American Vertigo. À tout de suite. C'est du Grand Journal avec André Glucksmann et Bernard-Henri Lévy. American Vertigo, donc, est le fruit d'un long voyage que vous avez fait en Amérique. On a l'impression que vous avez tout vu, à la fois les célébrités, les gens connus, les gens qui ont des responsabilités, puis l'Amérique profonde. Vous êtes allé dans les prisons, vous êtes allé dans les synagogues, vous êtes allé dans les bordels aussi. Vous êtes, disait tout à l'heure Frédéric, anti-américain. Alors qu'a-t-on à apprendre aujourd'hui de l'Amérique ? Déjà, ne plus être anti-américain, parce que je crois que l'anti-américanisme, c'est une gale. C'est vraiment l'anti-américanisme. Pas la critique de Bush, évidemment. Pas la critique de tel ou tel gouvernement. Mais la critique de l'Amérique comme telle. C'est-à-dire l'idée que l'Amérique serait la maison du diable et l'origine de tous nos maux. 1, c'est con. 2, c'est faux. Et troisièmement, ça déculpabilise et ça déresponsabilise tout le monde. Dès qu'il y a un tyran dans telle ou telle partie du monde qui a des problèmes avec sa population, qui a des crimes à se reprocher, il dit c'est la faute à l'Amérique. Donc la première chose à faire, c'est déjà de lutter contre cette bêtise qu'est l'anti-américanisme. Et puis d'autre part, oui, je crois que l'Amérique, c'est un livre sur l'Amérique, c'est un livre sur la France aussi. Parce que y a des choses en Amérique, me semble-t-il, dont on pourrait, en France, s'inspirer un peu. L'immigration, la question du racisme. Quand vous regardez ce qui s'est passé dans le Sud, par exemple. Moi, j'avais fait mon premier voyage dans le Sud américain il y a 30 ans.
C'était à l'époque le Sud profond, le Sud encore un peu du Ku Klux Klan, le Sud de la ségrégation, le Sud où il y avait encore une sorte d'esclavage qui ne disait pas son nom. La manière dont le Sud s'est métamorphosé, la manière dont la ségrégation a volé en éclats, la façon dont le politiquement correct... La façon dont le politiquement correct... Non, ça c'est autre chose. La Nouvelle-Orléans, c'est la faillite du pouvoir politique. C'est la faillite d'une certaine conception de la politique en Amérique qui fait qu'en gros, on pense que ça c'est dégueulasse, que les citoyens doivent se débrouiller. Que les philanthropies, les églises, etc. doivent faire le boulot de l'État. Ça, bien sûr, c'est la mauvaise partie de l'Amérique. Mais par exemple, sur le racisme, le travail qu'a fait ce pays, le chemin qu'il a parcouru sur le chemin de l'égalité, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et il me semble qu'à Bagneux, à Clichy-sous-Bois et ailleurs, on pourrait s'en inspirer un peu. Mais par exemple, quand vous voyez le retour des lois anti-avortement, des lois anti-avortement quand même dans l'État du Dakota du Sud, quel est votre point de vue là-dessus? Faut arrêter avec ça. Le Dakota du Sud, il y a un gouverneur qui a fait une provoque. La provoque, ça a été de signer une loi interdisant l'avortement dont il sait très bien qu'elle ne peut pas être appliquée. Puisqu'il y a une loi fédérale, il y a un arrêt fédéral de la Cour suprême qui fait que l'avortement est légal. Il faudra des années pour que cet avortement, ce droit à l'avortement soit délégalisé. Et l'immense majorité des femmes américaines, celles que j'ai rencontrées, mais il y a des statistiques, sont toujours, bien sûr, favorables à l'avortement. Donc il ne faut pas confondre une provoque locale dans l'État du Sud Dakota avec un bouleversement de l'Amérique qui aurait, comme à l'époque de Jean-Paul Sartre, la rage et qui deviendrait submergé par le conservatisme. C'est pas exact. Ça, c'est la façon dont la presse française, peut-être parfois, présente les choses. Mais vous êtes assez positif donc, sur l'Amérique, tout en disant tout de même que le chef de l'État est un clown. Oui, enfin, je suis ni positif ni négatif. J'essaie de voir les choses comme elles sont, c'est-à-dire l'Amérique réelle, avec sa face sombre. C'est évident que quand je vais à Guantanamo, par exemple, j'entre à Guantanamo, je regarde Guantanamo, je parle avec des prisonniers de Guantanamo et avec des gardiens de Guantanamo. Je sors pas de là émerveillé. C'est une honte, Guantanamo. C'est pas le goulag. C'est pas le goulag. Mais c'est une honte. Mais c'est indigne d'une démocratie. Donc évidemment que tout n'est pas rose. Mais je crois pour autant que l'Amérique reste un pays démocratique formidable avec des ressorts démocratiques qui fonctionnent bien et qu'elle n'a pas dit son dernier mot. André Glusman, vous avez écrit un livre sur l'Amérique de Dostoïevski à Manhattan, d'une certaine façon, abordait la question. Vous êtes d'accord avec ce que dit Bernard-Henri Lévy? Non, attendez, oui, je suis d'accord. Pas surtout, évidemment. Mais ce qui est très fort, c'est qu'il dégomme un nombre absolument incalculable de clichés qui occupent nos têtes. Alors on pourrait étaler la chose, mais positivement par exemple, oui, l'action positive qui aboutit au fait qu'il n'y ait plus de ségrégation sociale, locale et politique contre par exemple les blacks. Vous voyez quand même un certain nombre de ministres et pas des moindres, des dirigeants d'état-major et pas des moindres, Colin Powell. Ça, si vous voulez, on a intérêt à se comparer. Et ce n'est pas à notre avantage. Vous savez qu'aujourd'hui, on va discuter jusqu'au mois de juillet du remplaçant de Poivre d'Arbor parce qu'il est guadeloupéen, je crois, d'origine. Bon. Excusez, mais on n'en est pas à ce niveau-là aux États-Unis et ils sont en avance sur nous. Il y a d'autres points qui sont parfaitement négatifs. Ils ont toujours la peine de mort, par exemple, la peine de mort toujours aux États-Unis. Oui, par exemple, mais surtout Guantanamo, de fait. Et là-dessus, je pense que là encore, il y a un cliché qui saute en lisant Bernard, à savoir que c'est la faute à la guerre de l'Irak. Ce qu'il remarque très justement, et en bon lecteur de Foucault, c'est que le régime des prisons américaines est déjà une sorte de Guantanamo civil, très souvent, et que ça aboutit au pire en cas de guerre. À part ça, on n'a pas tellement à se flatter, nous non plus, parce que nos prisons, c'est pas vraiment un paradis, et quand il y a des guerres comme la guerre d'Algérie, ça ressort immédiatement. Non, mais quand le gouvernement fait voter le Patriot Act, par exemple, qui leur permet de tout faire... Bien sûr, mais un autre exemple dans le sens de ce que vient de dire André. Regardez, aujourd'hui, le remplaçant de Poivre d'Arbor, tu as raison, mais
le Parti socialiste et la classe politique française tout entière ont des vapeurs à l'idée qu'une femme, Ségolène Royal, puisse être un jour présidente de la République. D'accord ? Aux États-Unis, la prochaine bataille présidentielle pourrait être Hillary Clinton d'un côté contre Condoleezza Rice de l'autre. Deux femmes, dont une noire. Alors franchement, les socialistes français et la presse française qui se met dans tous ces États, qui se demandent si c'est... Bon, je ne suis pas spécialement pour Ségolène Royal, mais la façon de se demander si elle a suffisamment d'expérience, alors qu'elle a été 3 fois ministre, présidente de région, conseillère d'un président de la République, il y a quelque chose d'obscène quand même en France. Vous êtes anti-français là maintenant. Non, je ne suis pas anti-français, mais je dis que... Non, je ne suis pas anti-français. La preuve, c'est que Ségolène est en tête des sondages. Les Français sont sur cette ligne-là. Vous avez rencontré Hillary Clinton, ça fait partie des éléments de votre livre. Vous avez rencontré aussi Sharon Stone. Et cette rencontre avec Sharon Stone, vous la décrivez avec beaucoup de délectation. On a l'impression qu'au moment où elle vous reçoit chez elle, au moment où elle est sur le canapé, on est presque dans Basic Instinct. Vous décrivez les choses de la façon dont vous avez beaucoup d'imagination. Non. Beaucoup d'imagination. Non, je rencontre... Mais c'est bien, si les quelques lignes que je lui consacre réussissent à provoquer en vous ce que vous venez de dire, on est dans le schéma Becbédé, c'est-à-dire c'est presque de la littérature. Absolument. C'est que c'est réussi. Vous détaillez. Il y a beaucoup de people, ça vous a été même reproché par la presse américaine. Frédéric Becbédé, il y a beaucoup plus de gens anonymes que de people, vous le savez bien. Il y a quelques personnes célèbres, mais c'est pas moi qui les ai inventées, c'est les Américains qui les ont inventées, ils veulent dire quelque chose de l'Amérique. Mais le cœur du livre, c'est plutôt des gens simples, des Américains moyens. Et quant à Sharon Stone, il se trouve qu'elle me dit en effet, sur la politique américaine et sur le président Bush, elle dit des choses formidables. Elle le compare à un jeune soldat qu'elle a connu il y a quelques années sur une base où elle était venue se produire ou chanter, etc. et qui pleurait parce qu'il n'avait jamais voulu être soldat. Il était soldat parce que son père était soldat, que son grand-père était soldat et qu'on l'avait comme, en quelque sorte, obligé à être soldat. Il le compare au petit Bush qui n'était pas fait pour être président, qui a été dressé à ne pas être président, qui a été formé à perdre et qui est devenu président parce que son père, son grand-père, un peu neuneux, quoi. Et sa femme et sa mère l'ont poussé à être président. Voilà. C'est assez bien vu. Alors on va enchaîner avec Sharon Stone dans Basic Instinct 2 qui sort le 29 mars et on a des images. On a des images. Alors d'abord, c'est vrai que... Sharon Stone fait le tour de la promo en ce moment. Elle va venir en France d'ailleurs bientôt, je crois. La semaine prochaine. Ah oui, donc elle était à Tel Aviv il y a quelques pour la journée jours. De la femme. Pour la journée de la femme, donc il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et écoutez ce qu'elle dit. Well, I usually like to start out by saying, I'm naked. Because people just are sitting there going like, I don't care what she's saying. I don't care what she's saying. I just want to know, is she naked? Does she get naked in that movie? Is she naked? Nude, naked? Do I see her boobies? I don't care what she's saying. I don't care. Is she naked? So let's just get through to that. Yes! And now that I've cleared that up, let's just go to the next question. Elle est née dans Basic Instinct 2 et c'est vraiment elle. Il n'y a pas de doublure. C'est vendeur et il n'y a pas de doublure, elle tient à chaque fois à le préciser. Alors malheureusement, je n'ai pas encore vu le film qui sort le 29 mars prochain en France. C'est vrai que Sharon Stone en parle très très bien. Le premier remonte il y a 10 ans. Depuis, c'est vrai que Sharon Stone a connu une carrière cinématographique en dents de scie. Il y a eu Casino, dernièrement Broken Flowers de Jim Jarmusch. Casino, c'est magnifique. Oui, mais c'est pas hier non plus. Mais c'est vrai qu'il y a eu une quinzaine de films où malheureusement elle n'était pas exceptionnelle. Il faut dire que les films ne l'étaient pas non plus. Donc celui-là compte beaucoup pour elle. On en parle déjà énormément aux États-Unis. Et d'ailleurs le film se balade... Vous l'avez vu, Basic Instinct 2? Non, pas encore. Alors le film se balade déjà sur Internet et nos amis américains, ça aussi c'est bien chez eux, aiment beaucoup la parodie. Donc sur Internet, en ce moment, on peut déjà trouver des petites séquences de Basic Instinct tournées en forme de parodie qui font un rappel à Brokeback Mountain. On va rappeler que Brokeback Mountain est une vraie histoire d'amour romantique entre deux cow-boys, deux hommes. Et là, on a déjà une parodie donc de Basic Instinct, non plus dans le milieu homo, mais vraiment hétéro. Et alors la romance, c'est terminé, c'est du cul. Regardez. What do I want? Really? Does it mean? Maybe it just means I want to fuck you. No asking why. C'est poétique. Ça fait beaucoup rire André Glucksmann d'ailleurs. Voilà.
ça a le mérite d'être clair là encore. C'est un vrai extrait du film. Alors ça, c'est une parodie, mais ce sont des vrais extraits du film. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'en ce moment, on parle quasiment plus des bonus qu'il y aura dans le DVD dans quelques mois que du film en lui-même, puisqu'il y a un certain nombre de scènes, de séquences qui ont été tournées, très hautes, qui n'ont pas été gardées pour le montage du film. Là encore, elle se balade pas mal sur Internet. On va en voir une scène à 3 avec Sharon Stone, une comédienne, et puis le comédien en face. Il y avait déjà à peu près le même genre de scène dans le premier Basic Instinct. C'est pas mal. Alors, ça, c'est pas dans le film, alors. Non, ça, c'est pas dans le film, ça a été enlevé au montage. Ça a été tourné, ouais. Voilà, c'est sur Internet, et ce sera dans le bonus DVD. Il y a comme ça 5-6 scènes particulièrement chaudes qui, pour l'instant, n'ont pas été gardées dans le montage du film. Une bonne pub Le pour le teasing DVD. est très réussi sur ce film. Oui, Merci exactement. beaucoup. On a envie de le voir, en tout cas. Samuel, Merci voilà. Laurent. Le petit journal actu de Yann Barthès. L'info du jour, c'est cette journaliste qui a maltraité un politique. C'est un engagement. Oh, quel toupet! Ah non, pardon, c'est en Italie que ça se passe. Berlusconi ne s'est pas senti bien accueilli sur la chaîne d'État Rai 3, un comble. Allora, è una cosa che lei non può dire. Elle ne l'a pas laissé répondre, il l'a menacé. Allora io mi alzo e se ne vado e questo resterà come una macchia nella sua carriera professionale. Puis il est parti au bout de 2 minutes. Lei ha illustrato bene come si comporta una persona che ha pregiudizi e che sta a sinistra. Ce matin, la presse à la gueule de bois, les journaux de gauche défendent la journaliste. Pour la Repubblica, je cite, la majorité s'attaque à la Rai. Dans cette caricature, Berlusconi menace de s'en aller. On lui répond d'attendre les élections pour dégager. La presse n'est pas unanime d'après Il Giornale. La journaliste devrait avoir honte de ne pas avoir laissé la parole à Berlusconi. Pour info, Il Giornale appartient au propre frère de Berlusconi. Ce week-end, 2 éléphants du PS étaient en campagne pour eux-mêmes, séparément. Ils faisaient un meeting le même jour et presque à la même heure. À ma gauche, Dominique Strauss-Kahn et à ma gauche, Laurent Fabius. 5 caméras pour Strauss-Kahn. Pareil chez Fabius. Lui a bien mangé. Pareil chez Fabius. Il a serré des mains. Pareil chez Fabius. Quel gâchis, ils auraient pu faire un meeting commun. Ça arrivera peut-être, en effet, vous avez raison. Très bien. Langue de bois chez Strauss-Kahn. Il faut rassembler tout le monde. Salut. Pareil chez Fabius. Un vrai travail d'équipe tous les deux. Voici Rémi et voici sa femme Kyle, 2 Anglais qui un jour ont fait pouic pouic et qui 9 mois après ont donné naissance à des jumelles. Les bébés Rémi et Kian sont en pleine forme, mais il y a un petit hic. Voici la photo de famille et touc. Cherchez le hic, non, ça n'est pas la robe qui est un peu moche. Le hic serait plus ou moins sur la peau de Rémi. Elle est la seule blanche. La raison est simple, les parents ont des gènes blancs. Les bébés étaient dans des œufs séparés. Il y avait une chance sur 1 million et ils sont tombés dessus. Et enfin, pendant ce temps, au zoo de Tokyo, on a dévoilé ce bébé fourmilier qui a un peu trop tendance à chercher des fourmis là où il ne devrait pas. Voilà, c'était le petit journal actu de Yann Barthès. Vous pensiez, Bernard-Henri Lévy, en voyant ces images avec André Glucksmann, que Berlusconi a peut-être perdu les élections hier soir par ce geste? Ah, je crois, oui. Je crois, c'était une scène misérable. Une scène misérable, parce que quand on est président du Conseil, quand on possède la moitié des télévisions de son pays et quand on contrôle la RAI, on accepte au moins la contradiction d'une journaliste. Donc il me semble là qu'il s'est déshonoré. S'il ne l'était pas déjà, mais là il a achevé de se déshonorer, je crois. Le zapping. Les enfants, venez voir. Vous savez qui on est? Non. La police. Oui. Vous habitez où? Viens ici, n'ayez pas peur. Venez voir ici les jeunes. Faut que je vous prévienne. Vous faites du bruit, il y a des gens qui se plaignent. Vous partez, je veux pas vous voir jouer dans la rue. Vous allez sur la place si vous voulez. Moi, je peux s'arrêter, moi. Viens voir ici. Je veux pas vous voir ici dans la rue. Il y a des gens qui dorment. 23h hier soir devant la Sorbonne, les CRS sont littéralement bombardés par les étudiants. Des étages supérieurs de la fac, toutes sortes de projectiles fusent, échelles en aluminium, chaises ou extincteurs. Peu avant 4h du matin, les forces de l'ordre investissent la Sorbonne.
Dans la cour de l'établissement, environ 300 étudiants les attendent, mais l'évacuation ne prendra qu'une dizaine de minutes. À 5 h du matin, les manifestants ont tous quitté la fac. Bon, écoute-toi. Maintenant, ça va aller. 5 minutes, toi. Hein. Si on revient, ça va mal aller. Hein. Ça t'étonnerait? Tu vas voir si je repasse. Hein. Toi, je te conduis à la maison, tu vas voir ton insolence. Pourquoi on mange pas de chien ou du chat, hein? Les Français pensent qu'à bouffer. Ils sont gros et gras et ils meurent d'un infarctus et les femmes font des régimes. Mais qui mangent moins et qui commencent par arrêter le cheval. C'est dégoûtant. Je trouve ça ignoble. Ça devrait être interdit de manger du cheval. Et rappelons à cette occasion qu'une grande opération en faveur de la scolarisation des petites filles dans le monde a été lancée par le journal Marie-Claire. Il y a un certain nombre de partenaires dont TF1 pour participer. Il vous suffit d'acheter donc une rose blanche, la voici, dans les magasins Truffaut, Carole, Botanique et cela jusqu'au 15 mars. On a vu Amirou Chlagui, que nous avons d'ailleurs reçu ici sur ce plateau, qui est le président fondateur du club Averroès, dont vous êtes membre, ainsi que David Pujadas, Alexandre Michelin, qui est directeur des programmes de France 5. C'est, semble-t-il, un club très influent, qui a eu en tout cas un impact important, manifestement, sur votre arrivée à TF1. C'est eux qui vous ont imposé? Non. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Ce journal de 4 saisons est exceptionnel dans la mesure où, dans quelques instants, nous allons être les premiers au monde à vous souhaiter une bonne année, environ 13 heures avant tout le monde. C'est une grande première, c'est aussi une initiative courageuse d'Antenne 2 qu'il faut saluer ici. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu un déjeuner avec Nicolas Sarkozy, oui. Et que ce jour-là, Nicolas Sarkozy aurait dit donc publiquement lors de ce déjeuner que TF1 ferait un geste fort cet été en mettant une ou un journaliste noir à l'antenne. C'est tout ce que je sais. Et donc là, je suis tombée sur des propos insensés du chargé de mission chargé des gays auprès de Bertrand Delanoë, qui disait... Il y a quelqu'un qui est chargé des gays auprès de Bertrand Delanoë? Ah oui. Non, vous foutez de ma gueule, là. Si. Non. Moi, je suis allé au bureau des bisexuels, c'était fermé. Avec les impôts qu'on paye, c'est pas normal. Quand je voulais parler d'un problème perso. Vous me donnerez l'adresse. Non, attendez. Non, mais c'est pas vrai. Attention. Bonne année. Joie, allégresse, alléluia. Claire Chazal, d'abord, vous me permettrez de dire à nos compatriotes que je comprends l'inquiétude qui s'exprime dans notre pays. Je suis à l'écoute des Français, à l'écoute, bien sûr, de ceux qui manifestent, mais à l'écoute aussi de ceux qui veulent étudier et préparer leur examen. À l'écoute des parents et des familles. C'est-à-dire qu'ils considèrent que vous n'avez pas été tellement à l'écoute d'eux puisque vous n'avez pas négocié sur ce CPE au départ. À l'écoute de ceux qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. Bonsoir PPD. Bonsoir Bernard-Henri, bonsoir M. Glucksmann, bonsoir à tous. Là, j'ai vu que Frédéric Becbédé avait du mal à trouver des différences entre les deux philosophes par leurs initiales peut-être, puisque BHL est plus BHL qu'AG et AG plus AG que BHL. Mais s'ils sont capables d'échanger leurs idées, ils n'en changeront sans doute pas leurs femmes, puisqu'une propriété comme celle d'Ariel, ça ne s'échange pas. Oui. Merci Yves Lecoq, merci à vous deux d'être venus sur ce plateau pour parler de vos deux livres, dont l'un a déjà énormément de succès, American Vertigo, qui s'est vendu aux États-Unis à combien? Plus de 100 000 exemplaires. Oui. C'était classé dans les plus fortes ventes, et il y a très très longtemps qu'un écrivain français n'avait pas eu ce succès, si ce n'est peut-être même jamais, aux États-Unis. Merci d'être venu chez nous. Merci André Glucksmann aussi pour Une rage d'enfant chez Plomb et Bernard-Henri Lévy chez Grasset. On se retrouve à 20h09 dans le Grand Journal La Suite avec Ariane et Laurent. Après la météo et les guignols, nous recevrons Anaïs, Omar et Fred. A tout de suite, ils sont dans l'ascenseur.